Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la seule émission qui n'a qu'une promesse ultra simple à retenir, à savoir vous résumer l'actualité en 10 minutes autour du développement et sans aucun bullshit. D'ailleurs, le programme d'aujourd'hui est assez chargé car à peu près tous les frameworks mobiles ont des nouveautés, puis on s'attardera un tout petit peu sur les navigateurs avant une histoire rocambolesque où un développeur PHP est allé très loin pour montrer qu'il allait chercher un job. Mais bon, comme je vous ai dit, pas de bullshit, donc je vous propose tout simplement qu'on commence tout de suite ce numéro 191. L'ordre des sujets est à peu près celui que je viens de vous annoncer en introduction, sinon vous pouvez bien sûr utiliser la barre de progression. Et d'ailleurs, on va commencer par Flutter, où après des années et des années où les projets iOS et macOS s'appelaient Runner, et c'était quand même assez difficile de les renommer, et bien en fouinant un tout petit peu dans les pull requests qui ont été récemment validés, et bien j'ai découvert qu'il devient désormais facilement possible de changer tout simplement ce nom. Pour y parvenir, il y a juste 2-3 clics à faire, et bien sûr tout est expliqué dans la pull request, et bien sûr là aussi je vous ai mis le lien dans la description. On poursuit avec enfin une bonne nouvelle pour .NET MAUI qui, si vous le savez pas, est tout simplement le successeur de Xamarin Forms, parce que pour le moment, il faut quand même l'avouer, c'est pas la grosse fiesta. Et la bonne nouvelle en question, c'est qu'un outil de migration pour transformer les anciens projets Xamarin Forms en .NET MAUI est désormais proposé par Microsoft. Et cet outil, en fait, il n'est pas du tout neuf parce qu'il avait été lancé en février, mais il ne supportait pas encore les plateformes mobiles. D'ailleurs, en termes de nouveautés côté migration, ça supporte aussi .NET 8, les fonctions sur Azure ou encore la conversion des projets UWP en WinUI. Et côté .NET MAUI plus précisément, et selon leurs explications, tout a l'air de fonctionner un tout petit peu comme par magie, voire même peut-être un peu trop, donc je me méfie quand même. Mais de toute manière, c'est un outil qui devrait permettre d'accroître un peu plus l'assise de .NET MAUI, car Xamarin Forms sera bientôt déprécié, et implicitement, ça donnera aussi un petit coup de pouce à la communauté. Encore et toujours côté mobile, Capacitor qui pour rappel permet à partir d'une base de code web de faire des applications natives pour Android, iOS, mais aussi le desktop, et bien tout simplement ça vient de passer en version 5. Et côté Android, les permissions pour les notifications d'Android 13 sont bien gérées. Pour ce qui est d'iOS, autant Xcode 14.1 qu'iOS 16.1 sont supportés. Et en fait, c'est une obligation pour pouvoir publier désormais. Et enfin, l'autre grosse nouveauté concerne Google Maps, où les polylines, les polygones et les cercles sont maintenant supportés. Et pour vous aider justement à passer à Capacitor 5, là aussi, il y a un outil de migration qui est proposé. Mais cette fois-ci, c'est pas dans Visual Studio, mais plutôt dans VS Code. Et on va terminer cette page mobile avec Android. Déjà, je m'excuse, c'est pas un projet tout neuf, mais bon, je l'ai découvert à travers une vidéo qui a été récemment publiée et il s'agit de MediaPipe. Et c'est un framework clé en main de machine learning fait pour le mobile. Et dans cette fameuse vidéo, on nous explique qu'il est possible de faire de la classification audio en déterminant par exemple le style de musique, le type d'animal ou même de détecter certains mots en particulier. Et dans la mesure où c'est pas forcément nouveau, je vous ai mis dans le petit i la fameuse vidéo sur laquelle je suis tombé, et c'est super intéressant car je l'ai pas précisé, mais c'est du machine learning qui tourne bien en local sur les téléphones. Et comme avant-dernier sujet autour d'Android, comme le dirait l'expression, nos hackers ont du talent, ou en fait on aimerait qu'ils en aient pas autant. Et pour vous expliquer, des chercheurs ont trouvé que des applications contenant des malwares ont certes été supprimées des stores, mais elles touchaient au moins 620 000 terminaux. Et dans l'idée, lorsque l'application a été lancée, une bibliothèque native avec du contenu obfusqué était lancée et consistait essentiellement à contacter un serveur distant. Mais au passage, des informations pour identifier le pays et l'opérateur étaient aussi envoyées. Et le serveur renvoyait alors une page de paiement pour un abonnement. Mais cette page, elle n'était jamais affichée à l'utilisateur, car l'objectif c'était bien de le faire souscrire, mais sans qu'il s'en rende compte. Et dans des vieilles versions, il y avait un code de validation, mais dans les dernières itérations, carrément les applications malveillantes, elles en avaient plus du tout besoin. Et le peu de réconfortant dans cette histoire, c'est que des pays francophones n'étaient pas visés, car il s'agissait principalement de la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, Singapour et la Pologne. Mais comme je vous l'ai dit en intro, ces hackers ont beaucoup trop de talent dans leur inventivité, et clairement remplir des formulaires d'abonnement dans le dos des utilisateurs, il fallait y penser. Alors comme d'habitude, le conseil vous le connaissez, faites attention à ce que vous téléchargez. Mais on ne peut pas passer aux actus en bref sans parler un peu d'IA, car bon, en ce moment un dev café sans IA, c'est un peu comme un croissant sans beurre par exemple. Mais plus sérieusement, en 2022, Google avait incubé une plateforme pour les développeurs mobiles appelée Checks. Et son objectif est de nous faciliter la vie en détectant les potentiels problèmes de conformité avec les réglementations comme le GDPR dans les applis mobiles. Et pour cela, il suffit de donner ces applications et une IA super bienveillante va faire la comparaison entre les politiques de confidentialité et les véritables données manipulées dans les applis. Et la bonne nouvelle, c'est que Checks passe la vitesse supérieure en étant désormais un outil à 100% sous l'égide de Google, et c'est pour ça qu'il est disponible à l'URL checks.google.com. Mais malheureusement, c'est encore en bêta fermée, mais mettez-le bien de côté, car pour être notifié au moindre petit oubli sur ce sujet, ça va être bien plus que crucial.
car pour rappel, la CNIL a indiqué qu'elle voulait s'attaquer aux applis mobiles cette année. Et c'est sur cette nouveauté intéressante qu'on va prendre notre pause avec les actus en bref, avec au programme du bon comme du moins bon. On commence par Google qui confirme que son téléphone pliant sera bien présenté à la Google I/O le 10 mai prochain. Préparez donc vos interfaces, mais surtout votre porte-monnaie car il est question de plus de 1500 €. On a souvent vu Google publier de nombreux papiers autour de l'IA, mais cela ne les a pas empêchés de se faire complètement doubler par OpenAI et Microsoft. Selon des sources internes, les choix seront désormais plus stratégiques et on pense par là à une baisse des investissements en recherche fondamentale. Une manière de faire des économies à court terme, mais clairement pas une vision en accord avec une stratégie future. Toujours côté IA, après certains sites américains où des articles étaient publiés par des robots, voici qu'un site français dédié à l'actualité technologique vient de sortir sous le nom de Tech Generation. Il s'agit avant tout d'un test, mais les sujets sont relativement variés. Si on passe à l'actualité juridique, l'autorité de la concurrence anglaise souhaitait s'intéresser à la domination de Google et d'Apple sur le marché des navigateurs mobiles. Mais pour une faute de procédure, toute l'enquête a dû s'arrêter net. Et l'appel que la CMA a essayé de mettre en œuvre a eu le même résultat, à savoir un arrêt total de la procédure. Et enfin, cachez-vous car la CNIL et ses homologues européens ont lancé une grande campagne visant à valider les personnes en charge de la protection des données, les fameux DPO, dans les entreprises. Au mois d'avril, une douzaine de questionnaires ont été envoyés à des établissements publics comme privés, principalement dans les secteurs du luxe et du transport. Après vous avoir parlé de mobile en première partie, direction le web avec dans un premier temps Chrome qui bascule officiellement vers la version 113 en version stable. Et comme je vous en avais déjà parlé, les API de WebGPU sont maintenant accessibles, mais uniquement sur Chrome OS, macOS et Windows. Sachant qu'il ne faut pas confondre WebGPU et WebGL qui interviennent bien à des niveaux différents. Ensuite, une bonne nouvelle pour les DevTools, c'est dans l'onglet Network où vous pouvez désormais overrider ou ajouter de nouveaux headers dans les réponses, notamment lors de vos tests. Et ensuite, les FPS font leur apparition, mais il s'agit non pas d'un type de jeu vidéo ni du nombre de frames par seconde, mais plutôt des First Party Sets, qui est en fait l'équivalent des sandbox, mais appliqué au web. L'idée est qu'il va être désormais possible de déclarer des organisations qui pourront alors se partager des cookies, mais uniquement entre elles. Mais attention, quand je dis fait son apparition, c'est bien le cas car c'est uniquement un test qui est ouvert à un nombre limité de développeurs pour le moment. Et enfin, on note l'arrivée des overflows inline et blocs en CSS qui indiquent la manière dont les devices gèrent le contenu qui dépasse la zone d'affichage. Le inline, c'est dans une logique de ligne, c'est-à-dire dans le sens de lecture, alors que bloc, c'est perpendiculaire au sens de lecture. Bref, vous pouvez tester tout ça dès à présent et très prochainement sur les navigateurs qui sont basés sur Chromium comme Edge ou Opera. Et à être sur les navigateurs, on va aller chez Apple pour WebKit, mais cette fois-ci avec une technologie preview, car Apple a une logique différente au niveau des sorties des versions parce que c'est tout simplement lié à macOS et iOS. D'ailleurs, fait marrant, mais les overflows inline et blocs viennent aussi d'être implémentés, mais surtout, il y a une ribambelle de fixes et d'optimisation dans tous les sens. Le seul petit ajout, mais qui peut quand même être considéré comme un fixe, c'est dans les Web API où la vérification sur le type de contenu des service workers n'était pas implémentée. Et voilà en fait tout ce qu'il faut retenir, mais pour rappel, on se parle bien que du moteur de WebKit ici et pas des potentielles nouveautés sur l'aspect front de Safari. Et maintenant qu'on a vu ces actualités très sérieuses, on va passer à du grand lolesque avec une histoire rocambolesque d'un chercheur qui voulait à tout prix décrocher un job. Pour ça concerne l'univers PHP et si ça fait longtemps que vous n'y avez pas touché, Packagist, c'est un gestionnaire de paquets qui fonctionne avec Composer. Et contrairement à d'autres gestionnaires, c'est plutôt un annuaire car il va uniquement stocker les métadatas des packages open source. Mais en l'occurrence, notre fameux chercheur a réussi à hijacker 14 paquets dont un qui dépasse les 500 millions d'installations. Et dans ce qu'il rapporte, il explique qu'il est arrivé à modifier l'URL des repos pour passer par exemple le package AcmePHP vers son repo à la place, mais inutile d'aller vérifier par vous-même car en fait Packagist a déjà remis tous les paquets sur les bons rails. Et la manière dont il s'y est pris, c'est que contrairement aux autres gestionnaires de packages où on sommet une archive, ici on ne fait qu'envoyer un lien vers un repo Git. Et dans l'idée, quand on utilise la commande de Composer, ça interroge cet annuaire pour cloner ensuite en local le Git. Mais à aucun moment, comme je vous l'ai dit, Packagist par lui-même, il va stocker les données. Et pour parvenir à ses fins, il a fait des forks de ses 14 repos dans lesquels il a modifié à chaque fois le JSON de configuration. Mais il a ensuite dû accéder au compte des créateurs pour cibler vers ses repos contrefaits, mais par contre, là il n'a pas expliqué comment il avait réussi à se connecter à ses comptes. Et de leur côté, les admins de Packages ont bien confirmé la faille et ils ont indiqué que tout était corrigé désormais. Mais a priori, l'accès au compte piraté, c'est tout simplement par des leaks de mots de passe, d'autant plus que l'authentification en 2 étapes, elle n'est pas obligatoire sur Packagist. Bref, ce chercheur, il s'est fait une belle pub parce qu'au passage, il en a profité pour mettre des annonces dans les descriptions sur les repos pour en fait indiquer qu'il était à la recherche d'un boulot. Mais bon, pas sûr que ce soit ce genre de personnage qu'on va y embaucher. Et enfin, on évoque notre sujet quasi illimité autour de l'antitrust, et c'est à nouveau autour de la CMA anglaise, mais cette fois-ci avec le rachat de Figma par Adobe.
Et juste pour vous remettre dans le contexte, la CMA a bloqué le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft et elle avait aussi réussi à annuler le rachat de Jiffy par Facebook. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser que la CMA, elle peut certes bloquer des rachats, mais c'est uniquement au Royaume-Uni. Ça n'empêche donc pas par exemple Microsoft de procéder au rachat, mais simplement ils ne pourront pas vendre sur le marché anglais. Et pour en revenir à Figma, c'était en septembre dernier que le rachat avait été annoncé pour tout de même 20 milliards de dollars. Et dans la mesure où à la fois Adobe et Figma sont deux géants du secteur, et bien en toute logique ça éveille des doutes sur des possibles hausses de prix. Bref, maintenant on va avoir comme d'habitude une longue enquête avec quand même de temps en temps des petits documents qui fuitent et ça c'est toujours bien conseillant. Mais bon, une chose est sûre, en attendant rien n'est fait concernant ce rachat car la CMA elle est particulièrement hargneuse en ce moment. Mais bon, honnêtement comme on dit, c'est à juste titre. Et voilà, c'était tout pour cet épisode de Dev Café, forcément le dernier de la semaine, mais rassurez-vous, je serai là dès lundi et même si c'est férié. En tout cas, je vous souhaite de passer un bon week-end prolongé si vous en avez en tout cas l'opportunité. Pensez quand même aux Judith aujourd'hui et vous pouvez aussi penser à moi en faisant un petit like sur la vidéo. Allez, je vous souhaite une très belle journée, profitez-en pour bien vous reposer car en fait les conférences des GAFAM elles vont être dans les semaines qui viennent et il va falloir être au top de votre forme. Allez, à bientôt, reposez-vous bien.